Donc bonjour à tous, merci Emmanuel pour l'invitation. Je vais vous faire une présentation rapide sur qui s'intitule Expansion de l'agriculture bio et fertilisation organique. En fait, ça va être l'occasion de revenir un petit peu sur des conséquences réglementaires. Donc c'est un peu le prolongement de la présentation de Sandrine Thomas tout à l'heure. Donc avec différents points je vais représenter un petit peu FAIA, mais rapidement, et revenir sur les conséquences des règles françaises actuelles, les impacts et toutes ces conséquences, et puis également proposer ou quelle serait notre position. Alors, un point rapide sur FAIA. Donc, on existe depuis plus de 30 ans avec la représentation de trois grands métiers, donc dans l'ordre historique, les fabricants de supports de culture et de paillage, les fertilisants organiques, organominéraux, donc amendements organiques, engrais organominéraux, et un peu plus récemment, les biostimulants. Donc aujourd'hui, on représente 85 adhérents et membres associés, dont certains d'ailleurs sont intervenus avant moi ou vont intervenir après, comme Pascal, Vox Gaia à l'instant, qui est membre associé, Claire Vert, donc Jean-Luc Delozo qui est adhérent, et puis Terial qui va intervenir après moi, qui est adhérent également. Donc on a les activités classiques d'un syndicat professionnel, de représentation, de promotion collective, d'information réglementaire, le cœur de l'activité au quotidien, je dirais, avec le niveau européen, avec l'adhésion aux trois fédérations européennes qui représentent nos métiers. Parmi les actions qu'on mène, donc on porte des chartes qualité sur les terreaux, on porte justement un logo pour matérialiser le fait que le produit soit UAB, donc comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, et ça mérite d'être dit, les produits fertilisants, les intrants ne sont pas bio, sont tel, donc ils ne doivent pas être étiquetés comme produits bio. Alors ça, on en trouve encore de temps en temps, donc c'est pour ça qu'on avait développé ce logo commun pour tout le monde. On a des actions beaucoup autour de la formation avec des différentes formes, des actions de collecte de statistiques aussi. Donc la partie des gens qui sont connectés aujourd'hui, je pense, ont dû recevoir notre invitation à répondre à l'enquête statistique sur nos métiers. On l'a simplifié cette année compte tenu du Covid et de plein de choses, donc je vous engage à le faire. Et puis donc on a un gros engagement sur l'agriculture circulaire, sur les fertilisants durables, via des colloques, via des marques, etc. Donc tout ça, ça rejoint pas mal des choses qui sont autour de la problématique du bio, qui est quand même au cœur des métiers de nos adhérents, puisque l'essentiel des produits qui sont mis en marché sont utilisables en agriculture biologique. J'y reviens sur la diapo suivante. Donc, c'est très important pour nous, pour nos adhérents, puisque donc l'essentiel des amendements organiques et engrais organiques, voire également quelques organes minéraux, sont utilisables en agriculture biologique. Dans notre périmètre, il n'y a guère que des composts qui contiennent des boues, des composts de miate type norme 0,95 ou 295 qui ne rentrent pas en bio. Tous les autres produits, à quelques exceptions près, sont utilisables en bio. Donc ça représente sur les engrais amendements largement plus d'1 million de tonnes de produits. Alors il est toujours difficile de savoir, bien sûr, dans tous ces tonnages produits, ce qui est effectivement utilisé en bio ou pas, hein, puisque les produits sont utilisables, ils ne sont pas forcément utilisés. Et puis c'est toujours difficile aussi pour nos adhérents de savoir exactement comment sont utilisés les produits, vu que l'essentiel des adhérents passe par le réseau de la distribution. Il faut savoir, et ça fait le lien avec la suite, que dans ces tonnages, si on parle des engrais organiques par exemple, le gros du paquet des tonnages, c'est ce qu'on appelle les engrais organiques bruts, donc, qui ne sont pas ou peu transformés, type des lisiers de porc centrifugés, déshydratés, des fientes de volaille. C'est là que sont les plus gros tonnages, que ce soit des produits d'ailleurs issus de France, mais également d'importation. La plupart des biostimulants sont utilisés en lecture biologique, hein, tout ce qui est microbien dans le lait, et puis la plupart des produits issus de différentes sources, type des algues, type des plantes, etc., sont aussi utilisables.
Et puis également, bien sûr, les supports de culture, donc les matériaux sont utilisables, les matériaux communs des supports de culture sont utilisables dans les cultures biologiques et de plus en plus, les supports de culture s'orientent vers des supports utilisables en bio, avec notamment l'utilisation de fertilisants organiques en complément, en remplacement de fertilisants d'origine minérale ou chimique qui étaient beaucoup utilisés auparavant. Donc, on soutient globalement, on a toujours pris position là-dessus, le développement de la filière bio, mais en même temps, et c'est dans notre ADN, et je pense que c'est dans l'ADN de tous les syndicats professionnels, on est attaché à lutter contre les distorsions de concurrence. Il faut que la règle soit claire et soit la même pour tous. Et ça nous amène au sujet d'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas revenir sur les règles françaises actuelles, elles ont été bien précisées par Sandrine tout à l'heure. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. On a bien, Sandrine a bien pointé l'absence de définition de factory farming. Donc, je préfère rester toujours sur ce terme, sur l'anglais factory farming, parce qu'en fait, et ça a été dit ce matin, la traduction a évolué. Factory farming avait été traduit avant le règlement 834, avant 2007, était traduit par élevage intensif. Et puis ensuite, ça a été traduit par l'élevage industriel tel qu'on le trouve aujourd'hui. En tout cas, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de définition. Donc, il y a des restrictions sur les définitions. Donc, comme Sandrine l'a dit, on appliquait des règles qui étaient basées sur l'ancien texte, qui n'étaient pas toujours faciles à appliquer. Bon, il y avait quand même des choses claires. Il y avait une note de l'ITAB, par exemple, qui existait et qui était relativement précise quand même. Donc, c'est là-dessus qu'on s'appuyait. Mais ça faisait de temps en temps, effectivement, l'objet de quelques difficultés, mais ça vaut au moins l'intérêt d'exclure certains effluents de l'utilisation bio, d'en laisser passer, si on peut dire, l'essentiel. Donc, ça permettait à la culture bio d'avoir des fertilisants. Le sujet, comme a dit Sandrine, a été discuté longuement au sein de la commission Intran. Bon, je ne reviendrai pas sur les discussions qui sont confidentielles et je respecte ce point-là. Cela dit, il y a eu quand même ce qui sort en fait de ces discussions, c'est ce qui est mis dans le guide, puisque une fois que la commission Intran fait des propositions, elles sont éventuellement retenues par le CNAB et elles se traduisent en pratique par des modifications du guide de lecture français. Donc il y a eu une première modification fin 2018 où on interdisait complètement tout ce qui était animaux en cage et caille petits. Ensuite, ça a été rediscuté pour arriver à la définition de fin 2019 qui s'applique depuis début 2021 avec l'introduction des seuils, de ces fameux seuils en nombre d'animaux issus d'une directive européenne. Et toutes ces modifications, en fait, sont encore pas complètement d'application, puisque, comme l'a dit Sandrine aussi, il y a des délais d'application jusqu'au 1er janvier 2022 sur la distribution ou la vente, en fait. Et puis après, les agriculteurs qui ont les produits en stock auront encore un an de plus pour les utiliser. Donc, en tout cas, les choses sont figées depuis fin 2019. Donc, au cours des discussions, nous, on a longuement alerté sur les conséquences de ces règles. Et donc, on avait fait une étude très précise auprès de nos adhérents sur les quantités et les teneurs basées sur les années 2018-2019, basées sur le principe d'avoir une interdiction complète des animaux en cage ou sur caillebotis. Et donc, clairement, les chiffres moyens sur les 2 années ont parlé. Donc, on divisera, on va diviser les disponibilités en azote par 7. Donc, ça fait 1800 tonnes, à quelques tonnes près, d'azote élémentaire, et idem pour le phosphore de 5000 tonnes de P2O5. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur par rapport au blé, culture emblématique, 4800 tonnes d'azote élémentaire, ça fait environ 50 000 hectares de blé. Donc 50 000 hectares de blé, ça correspond à un tiers de la surface actuelle de blé en France. Donc ça veut dire qu'il y a 50 000 hectares de blé qui étaient fertilisés avec ces effluents venant principalement de nos adhérents basés en Bretagne, qui ne trouveront plus de fertilisants. Donc c'est quand même extrêmement grave et important. Donc on n'a pas vraiment été entendu sur cette question, mais là la question reste posée. Donc depuis, il y a eu
colloques, différentes choses. Mais globalement, les faits sont là. Et sur le phosphore, ça a été également pas mal pointé. Il y a un appauvrissement des sols en phosphore qui est quand même un peu gênant, au moins, pas forcément à court terme, mais qui peut être très gênant à moyen terme. Donc, ensuite, bien sûr, il y a cette question des seuils qui étaient censés permettre justement d'ouvrir les disponibilités. En fait, de notre point de vue, enfin du point de vue de nos adhérents en tout cas, la mise en place de ces seuils, ça ne change pas grand-chose sur le fond en termes de quantité de ressources, parce qu'il faut bien se mettre dans la tête que ce sont les plus grands élevages qui fournissent l'essentiel des quantités. Donc, nos adhérents, par exemple, s'approvisionnent, si on reste sur la poule pondeuse, sur des élevages qui sont à 100, 110 000 poules. Idem pour le porc, c'est plutôt les plus grands élevages. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce sont ces grands élevages qui n'ont pas de surface d'utilisation de leurs propres effluents, et donc qui les expédient à l'extérieur. Tant qu'un agriculteur a des surfaces d'utilisation sur sa propre ferme, il ne va pas aller vendre ses effluents, il va les auto-utiliser. Et ensuite, bien sûr, ce sont aussi ces plus grands élevages qui peuvent économiquement rentabiliser des équipements tels que les équipements de séchage pour les fientes ou les équipements de centrifugation pour traiter le lisier de porc. Donc, ces deux points n'ont pas vraiment été pris en compte et finalement, la mise en place des seuils, globalement, ça ouvre très peu de ressources supplémentaires. Donc, nos propositions qui sont encore sur la table, d'ailleurs, à cette époque-là, c'était plutôt de confirmer la prise en compte du critère hors sol. Et là, c'est important aussi de signaler que factory farming en tant que tel n'est pas défini dans le règlement européen. Par contre, hors sol est défini. Donc ça, ce serait quand même un truc intéressant. Et on l'a dit depuis le début, donc dès 2018, on était, et ça a été dit par Sandrine ce matin, en phase de révision du règlement européen, donc le 834-2007 ayant été révisé, et en phase de révision des annexes. Et donc, nous, ce qu'on a dit, il faudrait mettre le focus très vite sur la demande pour avoir une définition européenne de factory farming. C'est là qu'il aurait fallu faire porter, à mon sens, toutes les actions, y compris des autorités nationales. Aujourd'hui, effectivement, finalement, après beaucoup de temps, la demande est en cours, c'est-à-dire que la structure ETOP, comme Sandrine l'a dit ce matin, est effectivement chargée de faire une définition. Mais en tout cas, les annexes telles qu'elles sont au projet aujourd'hui, et ça a été dit, si vous voulez réagir, il faut réagir jusqu'au 23, donc vendredi de la semaine prochaine, jusqu'au 23 avril, et la consultation est ouverte au niveau européen sur ces projets d'annexe. Le projet d'annexe inclut toujours les restrictions au factory farming forbidden, mais n'inclut toujours pas de définition. Et personnellement, je suis très sceptique sur le fait qu'on puisse avoir une définition d'ECTOP assez rapidement, parce qu'on sait bien que ça prend quand même pas mal de temps. Donc, un point quand même sur cette incohérence. Alors, j'ai pris l'exemple de notre poule, qui est une poule en cage dans un élevage de plus de 60 000 pondeuses. Aujourd'hui, si on prend à la fois la réglementation européenne et puis l'interprétation française, les œufs de cette poule, les coquilles d'œufs de cette poule ne sont pas utilisables en bio. Les fientes, on l'a dit, puisqu'il y a plus de 60 000 pondeuses et qu'elles sont en cage, ne sont pas utilisables en bio non plus. Mais par contre, ces plumes, son sang, les protéines animales transformées, tout ça, c'est utilisable en bio. Donc, comment assurer la crédibilité de la filière dans cette situation? Nous, on a toujours défendu une réglementation claire parce que c'est le seul moyen d'avoir une crédibilité. Donc là, franchement, c'est pas très crédible. Le point où on est aujourd'hui, c'est pas très crédible. Donc, j'espère que ça va durer, comme l'a dit Sandrine ce matin, tout à l'heure, le moins longtemps possible et qu'on aura une définition claire. Mais il faut quand même, à un moment, sortir de ça parce que la filière bio lutte constamment pour garder et améliorer sa crédibilité. On est tout à fait sur cette ligne, bien sûr, mais il faut quand même faire des actions pour cette crédibilité. Voilà. Ensuite, allô?
J'entends quelqu'un qui parle derrière. Donc, ce que je vais simplement. Alors, attends, oui, voilà. Donc, j'avais une diapo qui a sauté, excusez-moi. Donc, après la poule, l'autre point que je voulais mettre en avant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a moins de disponibilité d'effluents d'élevage d'origine France. Les surfaces bio progressent, hein, il y a des grosses incitations françaises, européennes, et la filière a besoin de fertilisants. Donc, ça mérite quand même de se poser la question comment on va fertiliser ces surfaces. Et en fait, ben, la nature ayant horreur du vide, on se prive d'effluents français parce qu'ils sont d'élevages qui maintenant sont qualifiés d'industriels, et donc ça ouvre sur deux pistes. Des importations, donc aujourd'hui, y compris nos adhérents, vont chercher des fientes de volailles dans les Flandres, en Espagne, parce que là-bas, elles sont estampillées, utilisables en bio. On n'a aucun moyen en France, bien sûr, de remonter, de savoir si elles respectent les règles françaises. Donc là, bonjour, il faut penser à conclure, Laurent, s'il te plaît. Oui, je souligne. Et ensuite, le deuxième point qui a fait pas mal de discussions, c'est l'importation de ce qu'on appelle les billes noires. Donc, c'est des petites billes en provenance de Chine, très, très fort teneur en azote et en soufre, beaucoup d'azote ammoniacal. La question qui se pose, c'est est-ce que ces produits sont vraiment des engrais organiques? Ça mérite quand même d'être creusé. Donc, la crédibilité de la filière, elle n'est pas améliorée, hein, avec ces points-là. Et donc, je conclus. Donc, aujourd'hui, notre impression, c'est qu'on a un décalage entre l'expansion de l'agriculture bio qui est prévue en France, dans tous les plans, y compris les stages pour l'agriculture, au niveau européen aussi, et les disponibilités de fertilisants, au moins pour l'aspect français. Ce que je veux signaler aussi, c'est que toute distorsion de concurrence, que ce soit pour les fournisseurs de fertilisants et pour les agriculteurs, il faut aller très très vite vers une définition européenne de factory farming, parce que sinon, je pense que la filière bio va vraiment vers des gros soucis. Voilà.